En juin 2025, sous les dorures de Saint-Pétersbourg, une signature tranche l'air, engage des budgets conséquents et fait basculer un pays vers l'atome civil. Pendant que des villages comptent les coupures nocturnes, les capitales scrutent les clauses, les filières, la sûreté et l'ombre d'éventuels retards logistiques coûteux. En quoi cela transformera-t-il votre nuit, votre hôpital, votre atelier quotidien? Et pourquoi Ibrahim Traoré en fait-il le pivot d'une souveraineté concrète plutôt qu'un dossier administratif? Promesse de lumière durable ou test moral impitoyable pour toute une nation? Voici le pari mesurable. Nous promettons une narration factuelle, rythmée par des jalons mesurables et des comparaisons claires. La promesse pour vous est simple: comprendre, en 10 à 12 mots, comment une centrale passe d'un symbole à des heures de service en plus. Le bénéfice annoncé tient en 3 images concrètes. Incubateurs qui ne s'éteignent plus, ateliers qui prolongent leur shift, factures qui cessent d'exploser par les générateurs. Mais l'enjeu est double. D'abord technique, parce qu'un réacteur impose des normes strictes, des ingénieurs entraînés, un régulateur indépendant, un réseau renforcé et une culture de sûreté sans raccourci. Ensuite politique, parce qu'une telle infrastructure redistribue les dépendances, attire des partenaires, contrarie des rivaux et demande une transparence rare. Notre méthode est sobre. Situer chaque promesse dans le temps, la comparer à un avant, puis relier l'affirmation au coût et aux risques visibles. Imaginons quand les couveuses restent allumées toute la nuit, la rhétorique se mesure. Nous suivrons une ligne claire. Critères, calendrier, signaux du terrain et contre-arguments honnêtes. Objectif: vous donner de quoi évaluer, trimestre après trimestre, si la lumière promise devient pratique quotidienne, sans emphase inutile ni procès d'intention. Voici une petite révélation. La signature de juin ne porte pas uniquement sur l'électricité. Elle active un paquet scientifique couvrant isotopes médicaux, agriculture et formation sur 10 ans. Et une deuxième révélation. Le calendrier prévoit environ 1 année pour le cadre réglementaire, 2 à 3 pour le génie civil, puis 2 pour l'installation et la mise en service, soit une trajectoire de 5 à 6 ans. À Saint-Pétersbourg, des responsables techniques ont paraphé un protocole qui combine réacteurs, radioisotopes et transfert de compétences. Le signal envoyé dépasse les clauses juridiques. Une nation enclavée du Sahel se projette en producteur régional si les interconnexions suivent. Dans le cadrage politique, Ibrahim Traoré s'est présenté comme l'architecte du virage, liant énergie et souveraineté. Concrètement, la séquence impose d'abord des normes. L'activation d'une autorité de sûreté crédible, l'évaluation de sites et le renforcement d'un réseau capable d'absorber de nouveaux mégawatts. Les années 2 et 3 seront consacrées au génie civil, aux livraisons d'équipements et à la sécurisation logistique. Les années 4 et 5 verront l'installation du cœur, les essais et la synchronisation graduelle au réseau. En hypothèse centrale, la fin de décennie verrait une première unité contribuer au système si financement et stabilité tiennent. Les institutions internationales saluant le principe, mais rappellent les exigences. Sécurité maximale, transparence, inspection accrue, stricte non-prolifération. Des capitales voisines discutent de corridors communs. Sur le terrain, l'exigence reste terre à terre. Lumière moins chère, cours du soir, atelier qui tourne. Rien ne se livre sur palette. Il faut former des ingénieurs, préserver l'indépendance du régulateur et fiabiliser le réseau. Le volet socio-économique élargit l'horizon. Médecine, avec des isotopes pour diagnostic et stérilisation. Agriculture, avec des techniques nucléaires contre les pertes post-récolte. Université, avec des cohortes alignées sur le calendrier industriel. La diaspora technique observe et envisage un retour si les garanties de carrière existent. Reste la contrainte budgétaire. Financer sans étouffer. Les partisans invoquent l'effet d'entraînement. Les critiques redoutent le surcoût et délai. Notre fil d'Ariane sera modeste. Mesurer ce qui s'allume, ce qui coûte et ce qui tient pour distinguer l'emphase des capacités réelles.
Sur le terrain, les chiffres laissent place au visage. À Ouagadougou, Aïssata, ingénieur en formation, raconte comment son père travaillait depuis 20 ans dans un hôpital souvent plongé dans la pénombre. Les incubateurs s'arrêtaient, les générateurs s'épuisaient et les chirurgiens comptaient chaque minute avant la panne. Lorsque l'accord fut signé, elle y vit moins une prouesse diplomatique qu'une réparation morale. Quelques semaines plus tard, Ibrahim Traoré, en visite dans une université, déclara « La souveraineté commence par la maîtrise de l'électricité ». Autour de lui, l'idée prit racine. Le capital humain précède la technologie. À Bobo Dioulasso, un technicien d'État explique que les panneaux solaires suffisaient pour alimenter les cliniques rurales. Le nucléaire, dit-il, doit d'abord nous former avant de nous éclairer. Cette phrase, reprise par les médias locaux, cristallise la tension entre espoir et prudence. Les premiers programmes de bourse sont annoncés. Étudiants envoyés en Russie et création de 2 centres de recherche nationaux. Pour la première fois, le savoir scientifique devient enjeu patriotique. Mais derrière l'enthousiasme, un doute demeure. Comment une administration encore fragile absorbera-t-elle un projet d'une telle complexité ? La réponse naît peu à peu, par la discipline collective, la transparence et la pédagogie publique. L'énergie nucléaire cesse d'être un luxe. Elle devient un test d'intégrité. Dans les villages, quand on parle de l'atome, on cite désormais un horizon. Le jour où la lumière ne s'éteindra plus sans prévenir. Et alors, qu'est-ce que que cela change ? Ce changement d'imaginaire montre qu'un projet d'État peut devenir apprentissage civique avant même d'être infrastructure. La chronologie officielle commence en juin 2025, mais la dynamique s'amorce plus tôt. Avant la signature, les négociations se tenaient à huis clos entre diplomates russes et conseillers burkinabés. Après la cérémonie, tout bascule dans l'espace public. Banderoles, hymnes, débats, promesses et polémiques. Dès juillet, le ministère publie les premiers textes de cadrage. Loi sur la sûreté, création d'une autorité indépendante. Identification de sites potentiels le long du Mouhoun. Des équipes mixtes évaluent stabilité géologique, accès à l'eau de refroidissement et distance avec les zones habitées. Les ingénieurs russes suggèrent un modèle modulaire. Les Burkinabés exigent des emplois locaux. À la télévision, Ibrahim Traoré martèle « Notre indépendance énergétique sera collective ou ne sera pas ». Le ton est calme, presque militaire, mais la promesse est ferme. À l'automne, la fierté populaire s'exprime. Les journaux titrent « L'aube atomique du Sahel ». Des défilés d'étudiants célèbrent les nouvelles filières scientifiques. Mais les questions financières s'invitent. Combien coûtera le chantier ? Quelle part Moscou financera-t-elle ? Les ONG environnementales dénoncent une gestion floue des déchets radioactifs. Dans les chancelleries occidentales, les services de renseignement publient des notes prudentes. Le Sahel devient symbole d'un nouvel équilibre mondial. En décembre, le débat prend une dimension géopolitique. La Russie glorifie la coopération sud-sud. L'Europe insiste sur la transparence. Les voisins envisagent des interconnexions. Sur le terrain, les signes concrets apparaissent. Routes rénovées, bases logistiques, arrivée de matériel de forage. Des rumeurs de cyberattaques circulent, non confirmées. Face à la tension, la présidence appelle au calme. La transparence sera totale. Mais dans les marchés, les conversations reviennent à l'essentiel. Nous voulons voir la lumière, pas seulement les plans. En janvier, Ibrahim Traoré répète sa ligne. L'énergie était sa souveraineté, et la souveraineté n'est pas négociable. Cette séquence scelle la bascule narrative d'un rêve politique à un chantier national soumis au temps, aux pluies, au retard et à la patience populaire. Chaque étape alimente la suivante. Chaque mois creuse l'écart entre symbole et réalisation, et dans cet écart se joue la crédibilité d'un État. Les chiffres deviennent l'épreuve de vérité. Avant 2020, le taux d'électrification plafonnait à 23%. L'objectif 2030 fixe sur 60%
et une capacité installée multipliée par 3. Le premier écart notable touche la production. Un réacteur de 300 MW stabiliserait le réseau et alimenterait l'industrie légère. La construction générerait environ 4000 emplois directs et 9000 indirects. Chaque mégawatt gagné exige vigilance budgétaire et maintenance rigoureuse, sans quoi la dette dépasserait le seuil de 60% du PIB. Le deuxième écart porte sur la formation. Des bourses triennales en Russie, en Égypte et au Ghana visent à combler la pénurie d'experts. Un centre de physique appliquée ouvrira à Koudougou, financé à 60% par Moscou. L'enjeu n'est pas d'importer une technologie close, mais de bâtir une compétence locale, capable d'entretenir et d'enseigner. Le troisième écart concerne la sûreté. L'Agence nationale créée en 2016 obtient pouvoir d'inspection et de sanction. Un protocole de transparence impose la publication trimestrielle des incidents mineurs. La confiance publique dépendra moins des discours que de ces audits réguliers et publics. Au-delà des chiffres, les signaux du terrain comptent. La consommation moyenne des ménages a déjà augmenté de 8% depuis le lancement, simple effet des extensions de réseau. Mais les techniciens notent un paradoxe. Plus on promet la lumière, moins on tolère l'obscurité. En mars 2026, Ibrahim Traoré rappelle « Le symbolisme doit céder à la discipline ». C'est pour ici. Cette maxime devient mantra administratif. 3 indicateurs serviront de boussole. Taux de service continu, incidents évités, compétences certifiées. Chaque trimestre, le gouvernement publie ici un rapport en ligne, corrige les anomalies et ajuste la cadence. Dans les villages, l'amélioration reste inégale, mais visible. La lumière s'allume plus souvent qu'elle ne s'éteint. Et pour évaluer le changement, la promesse initiale, la lampe ne doit plus s'éteindre, commence à se mesurer. 2 lectures s'affrontent désormais. La première, exaltée, voit dans le programme atomique l'acte le plus cohérent de la souveraineté moderne. Produire, gérer, transmettre. L'Afrique, longtemps réduite à fournisseur de matières premières, devient enfin productrice d'énergie. Dans ce récit, Ibrahim Traoré n'est pas un chef d'État isolé, mais le symbole d'un redressement collectif. Les médias nationaux relaient le message « Ce n'est pas une bombe, c'est une lampe ». Les débats d'Iba Radio vulgarisent, les écoles scientifiques voient affluer des inscriptions records. L'opinion s'approprie l'idée que l'atome peut être outil de développement, pas d'intimidation. La seconde, prudente, rappelle que les économistes et écologistes préviennent qu'un réacteur ne se maintient qu'au prix d'une rigueur extrême. Le coût de construction dépasse souvent les prévisions. Les délais aussi. La dette peut devenir chaîne dorée, les déchets un héritage dangereux. Les ONG réclament une étude d'impact complète avant toute coulée de béton. Elles rappellent qu'une culture de l'erreur zéro est incompatible avec les failles administratives et la complaisance politique. Entre ces pôles, le gouvernement cherche la ligne d'équilibre. Encadrement régulier par l'Agence nationale, formation accélérée d'un corps d'ingénieurs, audits internationaux trimestriels. Reconnaître les critiques légitimes renforce la crédibilité du projet. En imposant transparence et contrôle citoyen, Ibrahim Traoré transforme l'exigence extérieure en levier intérieur. Le patriotisme cesse d'être ferveur aveugle pour devenir méthode de responsabilité. Ce cadre de confrontation disciplinée ouvre une scène nouvelle, celle d'une société qui apprend à débattre de science sans perdre son civisme. La fierté reste présente, mais tempérée par la conscience du risque. L'enjeu n'est plus de prouver que le Burkina Faso peut construire une centrale, mais de démontrer qu'il peut la gérer durablement, avec exactitude et constance. Voici une phrase clé. La souveraineté dépend du temps, pas du triomphe. Au cœur du chantier, l'ambiance change. En inspection, Ibrahim Traoré découvre des retards. Acier manquant, devis révisé, fournisseur absent. Plutôt que de blâmer, il en tire une leçon publique.
La rigueur prime sur l'éloquence. Les rapports techniques évoquent 3 mois de glissement dus à des pluies exceptionnelles et à des lenteurs douanières. Dans les médias, le ton devient plus analytique. On suit désormais les pourcentages d'avancement, non les discours. Le public découvre que le progrès se lit moins dans les inaugurations que dans les audits. Les conseillers parlent de stabilisation du récit. Les ingénieurs apprennent la pédagogie du doute. Expliquer les retards sans les maquiller. C'est là que le projet cesse d'être promesse et devient discipline. Le suspense s'installe. Tiendra-t-on la cadence jusqu'à 2030 ? Et pour éveiller la curiosité, la lumière promise survivra-t-elle au calendrier ? Les effets concrets se manifestent désormais dans 4 champs: la nation, l'économie, la population et la région. Le discours d'Ibrahim Traoré devant le Parlement fixe la doctrine. L'énergie comme pilier de la souveraineté. Les ministères publient leurs premiers indicateurs. 14 heures d'électricité quotidienne, en moyenne contre 9 avant 2025. Les villes secondaires reçoivent de nouvelles lignes. La capitale réduit ses coupures de 40%. L'administration prône l'exemplarité. Appel d'offres numérisés, audit public, comité mixte de suivi. Les PME agroalimentaires prolongent leurs horaires. Les ateliers métalliques reprennent les quarts de nuit. La Banque centrale note une hausse de 0,8% du volume industriel en 6 mois. L'effet de confiance attire investisseurs régionaux et prêteurs africains. Mais les économistes alertent. La manne énergétique doit financer la diversification, non la consommation. La vigilance budgétaire demeure. Dans les écoles rurales, les cours du soir reprennent. Les hôpitaux signalent moins d'interruptions sur les machines vitales. Le coût du kilowattheure reste élevé, mais la stabilité rassure. Les associations de femmes notent une reprise des micro-entreprises. Couture, boulangerie, réparation nocturne. Les jeunes diplômés rêvent de postes dans la filière nucléaire. Au-delà des frontières, l'expérience intrigue et inspire. Le Ghana et le Niger évoquent des interconnexions. L'Union africaine envoie des experts pour modéliser un schéma commun. Mais certaines capitales redoutent un déséquilibre énergétique. Le Burkina nucléaire pourrait remodeler la hiérarchie régionale. Ibrahim Traoré, qui pilote lui-même la diplomatie énergétique, répète « L'énergie que nous produisons ne servira pas à dominer, mais à relier ». Cette phrase apaise, tout en affirmant la stature nouvelle du pays. Le rêve devient concret, le symbole s'ancre dans la réalité. Hôpitaux allumés, ateliers actifs, routes consolidées. La promesse de départ trouve ici son premier retour tangible. La lumière n'est plus métaphore, mais mesure quotidienne du progrès. À ce stade, 3 trajectoires se dessinent pour les 12 prochains mois. Une base, une optimiste et une pessimiste. Si la stabilité politique se maintient et que les livraisons d'équipements reprennent dès janvier 2026, la centrale atteindra 40% d'avancement avant la fin de l'année. Les inspections de l'Agence nationale valideront la conformité des structures et le réseau de transport sera renforcé sur 3 corridors. Le pays consolide alors sa crédibilité internationale. Pas d'euphorie, mais une marche régulière vers la mise en service prévue pour 2030. La Russie finance les retards et la diaspora technique apporte un appui inattendu. Les écoles d'ingénieurs doublent leurs effectifs. Le coût du kilowattheure baisse de 15%, permettant à plusieurs secteurs de relancer la production nocturne. Dans cette version, Ibrahim Traoré inaugurerait une unité pilote avant 2029, posant un jalon historique. Le Sahel devient fournisseur d'énergie propre. Ce succès suppose transparence constante et rigueur budgétaire. Un excès de triomphalisme serait plus dangereux qu'un retard. Une crise politique, une cyberattaque ou un renchérissement de la dette peut inverser la tendance. Si la dette dépasse 70% du PIB, les budgets de maintenance fondent et les partenaires techniques suspendent leur mission. Dans ce cas, le symbole se retourne, l'atome devient fardeau et la communication du pouvoir s'enferme dans la défense.
Ibrahim Traoré serait alors contraint d'arbitrer entre souveraineté politique et survie économique. Entre ces scénarios, un facteur clé domine: la gouvernance. Construire un réacteur est défi d'ingénierie. Maintenir son utilité, défi moral. Les institutions devront planifier au-delà des cycles électoraux, confier des contrôles indépendants, publier toutes les données. Si la discipline budgétaire tient, alors la souveraineté devient durable. Sinon, la lumière redeviendra rhétorique. L'électricité, ici, n'est plus seulement technique. Elle touche les vies ordinaires. Dans les quartiers populaires d'Ouagadougou, les soirs d'examen, les étudiants révisent à la lumière publique. Les hôpitaux respirent enfin sans le vrombissement des générateurs. Les femmes de marché prolongent leurs ventes, les artisans travaillent au frais. Chaque ampoule devient témoignage. Mais cette lumière crée aussi de nouvelles attentes: baisse des tarifs, équité d'accès, formation locale. Les citoyens découvrent que la souveraineté n'est pas un don présidentiel, mais une pratique partagée. Ibrahim Traoré, interrogé à la radio, résume: la souveraineté ne se décrète pas, elle s'entretient chaque jour. Cette phrase devient un mot d'ordre collectif. Les associations civiques lancent des clubs énergie citoyenne dans les lycées. Les ingénieurs animent des podcasts sur la sûreté nucléaire. Les ONG locales organisent des ateliers d'entretien des équipements. Peu à peu, la population apprend la responsabilité technique. Les religieux prêchent la prudence sans fatalisme. L'État, de son côté, apprend à écouter. Dans cette symétrie nouvelle, la modernité cesse d'être verticale. Elle devient conversation. Le pouvoir se transforme en pédagogie et la discipline en confiance. La lumière éclaire les visages, mais aussi les consciences. Ce moment précis définit la maturité, celle d'un peuple qui sait que chaque progrès est une vigilance. La feuille de route officielle fixe 5 étapes mesurables, chacune avec un responsable, un indicateur et une échéance. Former et certifier 300 ingénieurs supplémentaires d'ici 2027. Finaliser les structures du réacteur, notamment les dalles principales avant juin. Renforcer la sûreté. 3 audits internationaux par an, publiés en ligne, traduits en langue locale. Stabiliser le réseau. Construction de 700 km de lignes nouvelles et modernisation de 400 km existantes. Évaluer les retombées, mesurer la baisse du coût énergétique et l'augmentation de productivité industrielle. Ces étapes, cumulées, forment un système de vérification continue. Ibrahim Traoré exige des rapports mensuels non filtrés pour éviter la complaisance. Le mot d'ordre devient sobriété. Moins d'annonces, plus de données. Les ministres comprennent que la crédibilité internationale repose sur la transparence, pas sur la rhétorique. Les partenaires techniques, Russie, Agence africaine, Union africaine, coopèrent sur les normes. Les universités locales concentrent leurs efforts sur la maintenance et la cybersécurité. Les ONG de développement suggèrent d'intégrer la production nucléaire au programme d'électrification rurale. Ainsi, le projet prend dimension continentale. Et pour clore cette boucle de curiosité, la promesse initiale, l'énergie comme souveraineté, devient calendrier concret. La lumière des villages devient unité de mesure nationale. Chaque rapport mensuel augmente la confiance. Le pays entre dans la discipline de la preuve, la souveraineté par les chiffres. Le crépuscule d'une journée d'inspection ramène l'histoire à son point d'origine. Dans le même hôpital où tout avait commencé, Ibrahim Traoré observe les néons briller sans se vaciller. Les infirmières sourient. Les machines tournent sans heurts. Un générateur ronronne, non plus comme secours, mais en appui d'un réseau désormais stable. Le président reste silencieux quelques secondes devant un incubateur. Symbole exact de la promesse tenue. Un vieil enseignant s'approche et murmure: « Ce n'est pas la lumière que nous célébrons, mais la constance. » Cette phrase, reprise par les radios locales, devient morale implicite du projet. Car ce que le pays cherchait, au fond, n'était pas une prouesse technique, mais la continuité, la capacité de ne plus revenir en arrière. Les années d'obscurité, de carburant rare, de promesses trahies, forment désormais les garde-fous du futur. Et dans les mémoires collectives,
s'imprime l'image du capitaine devenu bâtisseur. La souveraineté commence quand la lampe ne s'éteint plus. Ainsi, la boucle se ferme. Hôpital, lumière, courage, persévérance. Le récit s'achève sur ce fil incandescent, une victoire intime, patiente, mesurable. Cette histoire n'appelle ni triomphe, ni repentance, seulement une vigilance partagée. L'énergie nucléaire ici devient miroir. Elle reflète la capacité d'un peuple à tenir ses promesses face au temps. L'Afrique n'y cherche pas miracle, mais maturité. Chaque village éclairé devient phrase de ce récit collectif. Ibrahim Traoré l'a dit sans emphase. Oh, le monde ne nous doit rien, mais il nous regarde. Cette parole résonne comme un pacte discret entre dirigeants et citoyens. Ce n'est plus une bataille d'images, mais d'endurance. Et dans cette endurance, chacun, ingénieur, enseignant, maire, ancien, tient une part de la flamme. Alors, à ceux qui écoutent, encore, que ferions-nous de cette lumière si elle durait vraiment ? Serait-elle simple confort ou responsabilité nouvelle ? La réponse appartient à ceux qui la maintiendront demain. Si ce récit t'éclaire, partage-le. Écris simplement « Nouvelle Afrique », non comme slogan mais comme serment tranquille, celui de ne plus marcher dans l'obscurité. La lampe reste allumée, et avec elle, la promesse d'un continent qui se tient debout,